Après avoir vu la révolution industrielle, la deuxième partie s'intéressera donc aux conquêtes et aux sociétés coloniales, donc au XIXe siècle, comment, durant ce siècle, l'Europe domine le monde grâce notamment à ses colonies. Au XIXe siècle, comme au siècle précédent, l'Europe donc domine le monde grâce notamment à ses colonies. Colonies nombreuses notamment sur le continent américain, mais aussi africain et asiatique. Cette colonisation date du XVIe siècle notamment, et on voit bien que l'Europe s'est étendue à travers le monde par ses différentes possessions. Au XIXe siècle, les Européens vont surtout s'étendre sur le continent africain, où ce continent va être surtout partagé entre l'Angleterre et la France, mais aussi le continent asiatique, notamment le sud de l'Asie, va être une terre de rivalité pour étendre les possessions européennes. Ces colonies sont des sources de richesse, puisque dans ces territoires, ils peuvent avoir des produits, des marchandises qu'ils n'ont pas en Europe. Pour commencer ce chapitre, nous commencerons donc par marquer le titre sur votre cahier, et commençons donc par la domination coloniale de l'Europe. Comment les conquêtes coloniales assoient-elles la domination européenne à toutes les échelles? C'est ce qu'on va essayer de voir, et pour ce faire, nous essaierons de répondre à cette question par ce petit schéma. Nous allons donc commencer par évoquer les raisons de cette suprématie européenne, de cette puissance européenne, donc en mettant au centre de notre schéma le terme colonisation. La colonisation, c'est la mise sous domination d'un espace par une puissance étrangère dominante, qu'on appelle une métropole. Les métropoles à l'époque sont évidemment la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, ou bien même la Belgique, l'Espagne ou le Portugal. Elles sont nombreuses, elles sont européennes, et elles fondent donc de ce qu'on appelle des colonies. Ce sont des territoires conquis, occupés et exploités par une puissance étrangère, qu'on appelle donc une métropole. Quels sont les moyens ou les raisons qui expliquent que ces métropoles ont pu agrandir leur territoire? Eh bien, déjà, premièrement, sur notre schéma, nous pourrons évoquer le fait qu'ils ont une avance technique dans les transports, dans les communications, dans l'armement, par rapport aux territoires qu'ils vont coloniser, notamment les territoires africains ou asiatiques. Deuxième explication, deuxième raison de la suprématie des Européens sur les autres peuples du monde, c'est évidemment, après leur avance technique, leur avance dans le domaine des sciences, dans le domaine de la science, de la médecine, de la chimie, de la physique. Les Européens, dans ces différents domaines, ont fait de très grands progrès, ce qui assoit évidemment leur puissance. Troisième explication, c'est aussi leur domination financière. On a vu qu'avec la révolution industrielle, au XIXe siècle, les Européens ont créé d'énormes banques, des bourses qui permettent d'avoir des capacités financières très importantes qui permettent donc de pouvoir coloniser parce que cette colonisation coûte cher et les Européens ont les moyens financiers de réaliser évidemment ces conquêtes. Enfin, l'Europe aussi a une domination, exerce une domination commerciale sur le reste du monde. Les Européens, notamment les Anglais, les Français, maîtrisent notamment les mers, les océans, et donc ces grandes routes commerciales sont contrôlées donc par ces grandes marines marchandes européennes que sont l'Angleterre et la France. Voyons maintenant les motivations et les causes de la colonisation, notamment ici à travers le discours de Jules Ferry, député français, qui, devant la Chambre des députés, ici en 1885, explique les différentes raison qui pousse et qui doit pousser la France à toujours plus coloniser des espaces aussi lointains. Vous aurez le temps de retrouver ce texte sur le diaporama du cours et donc de voir et d'analyser plus précisément les différentes raisons, les arguments qu'utilise Jules Ferry pour justifier les politiques coloniales de la France, notamment sur des concepts économiques, humanitaires et politiques. Sur votre cahier, vous pourrez donc prendre ce schéma pour essayer de synthétiser les raisons de la colonisation. Notamment, il y a déjà les facteurs économiques, la recherche de débouchés économiques, et c'est évidemment la première des motivations pour les Européens pour accéder à ces matières premières énergétiques comme le pétrole, le gaz. C'est évidemment une source de richesse très importante que les Européens ne négligent pas. À côté de ces matières premières énergétiques comme le pétrole et le gaz, donc, il y a aussi des produits agricoles que les territoires coloniaux peuvent fournir aux Européens. Je pense notamment à la production de thé, de café, de cacao, qui n'est pas possible sur le sol européen. Donc, pour les Européens, il faut évidemment fonder des colonies d'exploitation. Dans ces colonies d'exploitation, peu peuplées malgré tout, mais qui sont très importantes pour exploiter les richesses, il est important pour les Européens de créer un port pour pouvoir exporter très rapidement ces produits en destination de l'Europe. Ces produits agricoles, très rares pour les Européens, sont donc évidemment très chers.
comme les épices, notamment d'Asie. Et il est important pour ces Européens donc de pouvoir les exporter très rapidement vers l'Europe. Mais aussi, c'est un moyen aussi pour les Européens d'écouler leur production vers les colonies et donc de trouver de nouveaux débouchés commerciaux pour accroître encore plus leur croissance économique et leur richesse. Vous pourrez reproduire ce petit croquis, schéma sur votre cahier pour donc synthétiser cette partie sur les colonies d'exploitation. Autre raison de la colonisation qu'on retrouve aussi dans le discours de Jules Ferry, c'est une raison aussi idéologique, culturelle et religieuse, c'est-à-dire il y a chez les Européens une mission civilisatrice, c'est d'apporter la culture européenne à ces peuples qu'ils considèrent comme inférieurs. Donc il y a aussi une mission évangélisatrice, notamment de l'Église catholique, grâce à ces missionnaires qui vont essayer de propager la bonne nouvelle, la Bible, dans ces territoires et à ces peuples qu'ils colonisent. Troisième raison pour expliquer la colonisation au XIXe siècle, c'est évidemment des raisons politiques. Les grandes nations telles que la France, l'Angleterre sont en grande rivalité pour étendre leur puissance et ces territoires sont une source de richesse. Donc les États cherchent à s'étendre pour répandre leur soif de puissance, de prestige, de sécurité et avoir des territoires pour pouvoir notamment contrôler les différents points de passage et contrôler les mers et océans du monde. Quatrième raison de la colonisation, c'est aussi des raisons démographiques, puisque au XIXe siècle, l'Europe connaît une croissance de sa population, puisque la révolution industrielle, notamment, a augmenté les productions alimentaires, la médecine a fait des progrès, la population est donc en grande augmentation. L'Europe n'a jamais connu une telle croissance démographique, une telle augmentation de sa population aussi rapide. L'existence de ces colonies est un bon moyen aussi pour bon nombre d'Européens qui vivent très mal de pouvoir essayer de tenter l'aventure et de faire fortune dans ces territoires où les capacités sont très grandes. Bon nombre de ces colonies vont devenir de ce qu'on appelle des colonies de peuplement, des territoires colonisés sur lesquels s'installe durablement une population venue de la métropole, telle que l'Australie ou bien l'Algérie pour la France. Troisième partie maintenant, où on va voir que la colonisation est aussi une source de tension et de rivalité entre les puissances européennes au XIXe siècle. Vous pourrez, grâce à cette carte qui est présente sur le bloc, essayer de compléter cette partie pour comprendre ces rivalités entre les puissances européennes. Pour commencer, vous allez pouvoir inscrire les deux grandes puissances coloniales qui existent à cette époque, à savoir le Royaume-Uni et la France, qui ont des territoires très importants, notamment en Amérique, sur le continent africain, où ils se partagent ce continent, et des territoires aussi, notamment sur le continent asiatique, le sud-sud-est de l'Asie. À cette époque, il y a aussi en Europe des puissances très importantes qui n'ont pas de colonies. C'est le cas notamment de l'Allemagne ou du Saint-Empire romain germanique et de l'Italie, qui ont un temps de retard et qui ont évidemment à l'époque très très peu de colonies si on les compare à l'Angleterre et à la France. Donc au XIXe siècle, comme au XVIIIe, les Européens sont en rivalité, en guerre perpétuelle pour accroître leur domination sur les territoires. Et à l'époque, au XIXe siècle, l'Afrique est véritablement le continent de tous les enjeux pour ces Européens. Et l'Angleterre et la France, notamment, sont parfois souvent en guerre pour accroître leur territoire sur ce continent. Les deux plus grands empires coloniaux de cette époque sont donc le Royaume-Uni et la France, qui vont étendre leurs possessions et notamment administrer ces territoires d'une façon très différente suivant qu'on est en Angleterre ou en France. Vous pourrez sur votre cahier prendre en note les différents types de colonies qui existent entre les protectorats ou les dominions, qui fait une très grande différence entre l'empire colonial français et l'empire colonial britannique. Ensuite, nous pouvons voir que dans les sociétés coloniales cohabitent des populations très différentes, avec des statuts très différents entre le colon et les indigènes. Le colon, c'est la personne qui vient de la métropole et qui va tenter de vivre sur ces colonies. Et l'indigène, ce sont les populations qui existent avant l'arrivée des Européens sur leur territoire et qui sont souvent dominées, voire exploitées par ces colons. La cohabitation entre ces deux types de populations dans les colonies est parfois difficile et souvent source de tension entre le colon qui administre ces territoires et qui sont peu nombreux et la majorité indigène qui subit la loi de ces gens qui viennent d'Europe et qui ont tous les pouvoirs sur les territoires économiques, politiques et sociaux. Nous terminons notre étude par un tableau synthèse sur les apports et les limites que la colonisation a apporté, notamment si on se place du côté du colon ou si on se place du côté de l'indigène.
La question fait encore aujourd'hui débat, puisque entre les apports de la colonisation sur ce territoire et les inconvénients qu'elle a suscités, eh bien, peuvent encore aujourd'hui connaître des tensions, notamment dans ces territoires où les populations vivent très mal ou ont vécu très mal cette domination étrangère. Les avantages de la colonisation sont évidemment plus nombreux du côté du colonisé. Évidemment, pour lui, la colonisation a apporté des bienfaits au peuple donc indigène, notamment dans les transports, dans l'amélioration des transports, dans l'instruction, dans la réduction des maladies, notamment grâce au progrès de la médecine européenne. Mais il n'empêche que, évidemment, tout ça aussi a des inconvénients et des limites si on se place du point de vue du colonisé, pardon, puisque la colonisation est avant tout un système d'exploitation de la misère, et notamment de la part de ces peuples qui viennent d'Europe et qui ont donc mis en esclavage souvent ces populations donc d'Afrique ou d'Asie. Vous pourrez donc prendre ce tableau en note, en guise de synthèse de votre cours. Ce cours, vous pouvez évidemment le retrouver encore une fois sur le diaporama, accessible sur le blog Le SAV de la salle 16. À très bientôt.